À la place, c'est une fin de non-recevoir qu'elle obtient. La petite fille qui s'est sentie mal aimée et non désirée semble être très présente, voire trop. Or, en devenant mère, Madame Claudel revisite son histoire, reprend contact avec sa mère, celle des origines, la mère interne et aussi la mère externe réelle. Alors qu'elles étaient en froid, Madame Claudel a profité de sa grossesse pour renouer avec elle. Pour l'anniversaire de sa mère, elle lui a envoyé un colis dans lequel elle avait mis un guide des grands-parents avec une carte d'anniversaire signée de l'hypothétique petit-fils ou petite-fille avec une photo de l'échographie. Elle dit « C'est quelque chose qu'elle a accueilli avec une grande joie et qui a fait tomber tous les murs. » Madame Claudel ne sait pas si elle aurait pu se confier à sa mère sur les difficultés qu'elle rencontre, mais reconnaît qu'elle aimerait qu'elle soit à proximité pour qu'elle puisse trouver un réconfort et de l'apaisement. La distance géographique est un vrai frein. Elle imagine qu'elle n'en serait pas arrivée à ce stade si sa mère avait été là. La solitude dont il parle est une solitude reliée au fait de ne pas pouvoir être reliée dans la garde de Joachim, notamment dans les situations de conflit, mais aussi pour eux, de pouvoir trouver un lieu de repli. Avoir sa famille à proximité lui aurait permis de bénéficier, comme elle le dit, un refuge pour être quelque part et pas seule. Alors, la rencontre avec la famille Claudel, elle illustre les différents niveaux de crise que j'ai évoqués précédemment, ainsi que leur dialectique. Or, dans la situation de la famille Claudel, un des systèmes de crise manque. Le système familial fait défaut. La faible proximité affective avec son groupe familial, majorée par un éloignement géographique, a entravé la résolution de la crise de la transition à la parentalité. En devenant mère, Madame Claudel a été classiquement confrontée au matériel conscient-inconscient de son histoire infantile, conjugale et transgénérationnelle. Mais sans l'étayage du groupe familial, elle a été exposée à une expérience inédite, non contenue, et ses défenses, qui étaient semble-t-il jusqu'alors efficaces, ont failli, laissant Madame Claudel dans un état de vulnérabilité très importante qui s'est rapidement cristallisé en troubles plus sévères. On ne peut faire que des hypothèses à ce sujet, mais nous pensons que si le groupe familial, et spécifiquement sa mère et sa sœur, avaient été plus présents, son état psychique se serait moins dégradé, et les relations conjugales dyadiques et triadiques auraient été moins source de frustration, de déception et objet d'agressivité. Ne bénéficiant pas du soutien de sa famille, toutes les attentes légitimes de Madame Claudel ont été dirigées vers son compagnon et son bébé. Impossible à satisfaire, ces attentes deviennent persécutrices et sources de conflits dans le couple et à l'origine d'une séparation transitoire. La situation de Madame Claudel est évidemment singulière. Néanmoins, nous avons constaté les conséquences semblables dans d'autres situations cliniques. Par exemple, Madame Satie, une autre mère de la recherche, exprime ses difficultés à comprendre et à s'identifier à son bébé pour répondre à ses besoins. Elle dit avec humour, lors de notre première visite, « Mais pourquoi ils ne mettent pas la notice avec ?» Progressivement, elle s'autorise à exprimer ses angoisses persécutives. Les besoins de son bébé, donc pour Madame Satie, qui est notre mère, sont parfois interprétés par elle comme des actes de vengeance, voire des représailles. Par exemple, toujours lors de notre première visite, Madame Satie dit « Oui, alors des fois, je me dis, s'il ne dort pas, c'est exprès pour attirer ton attention, parce que tu ne lui donnes pas assez. Donc je rentre dans des schémas un peu comme ça. C'est un peu paranoïaque comme comportement de se dire qu'il ne veut pas dormir parce que tu ne fais pas attention à lui. » Le sentiment d'étrangeté de son bébé et les fantasmes persécuteurs seront en filigrane durant les 18 mois de la recherche. Lors de la visite des 12 mois, Madame Satie nous aidera à formuler des hypothèses sur l'origine de son vécu. Elle fait elle-même le lien entre l'absence de récit familial concernant le bébé qu'elle a été, ses parents sont décédés avant que Madame Satie devienne mère, et sollicite de fait ce récit du passé, favorisant le récit qui s'écrit au présent, pour son devenir mère et pour l'instauration de relations précoces de qualité avec son bébé. Si la mère de Madame Satie avait toujours été en vie, Madame Satie lui aurait demandé quel bébé et enfant elle a été. Je la cite. « Je lui aurais demandé beaucoup de choses sur moi, au même âge, ce que je vois de R. Et puis moi, j'étais comment ?» Nous comprenons que l'absence de récit familial a en partie entravé, au même titre que pour Madame Claudel, son devenir mère et les relations avec son bébé. À l'issue de nos analyses cliniques, nous avons identifié que les mères ont, au même titre que leur bébé, besoin d'être l'objet de sollicitude et de bienveillance, à la fois dans les aspects pratiques et dans les dimensions émotionnelles et psychiques. Si les précédentes études avaient déjà souligné l'importance du soutien de la sphère privée dans le devenir mère, notre étude a permis de préciser les fonctions de l'étayage familial et de préciser qui sont les personnes significatives au sein de cette sphère privée. Ainsi, nous avons repéré que les conjoints et les personnages féminins maternels sont des personnes significatives. Or, si les conjoints peuvent étayer le devenir mère de leur compagne,
certaines limites ont été identifiées. Premièrement, une cause sociétale. Alors, à l'époque de ma thèse, le congé paternel était de 11 jours. Maintenant, il a été étendu depuis juillet 2021, et c'est quand même une grande avancée, il faut le souligner, à 3 semaines. Mais il se trouve quand même que à cette époque-là, les devenants mères, elles se retrouvaient quand même assez fréquemment seules pour gérer la logistique du quotidien et répondre aux besoins du bébé. Il faudrait voir maintenant avec ces 3 semaines. Mais on a bien vu que cette période critique, elle s'étend jusqu'aux 3 mois. Donc maintenant, je défends cette idée qu'il faudrait que les pères puissent être présents au moins jusqu'aux 3 mois. D'autre part, les limites de leur étayage sont dues au fait que les mères ont eu besoin de s'adresser dans la réalité aux membres féminins maternels et plus précisément à leur propre mère pour ouvrir un espace de récit et d'observation concernant à la fois des éléments historiques, quels bébés elles ont été, les relations précoces, mais aussi les éléments actuels et notamment sur leur transformation et perte au niveau narcissique et objectal. Ces espaces de répit, tant psychiques que physiques, offerts par les membres de la famille, permettent une diffraction des besoins de la devenant mère, donc une valorisation, une reconnaissance, et ainsi les préservent d'un débordement pulsionnel sur leur conjugalité et leur capacité de former une équipe dans leurs rôles parentaux. D'autre part, nous avons repéré que lorsque l'étayage faisait défaut, la mère peut attendre de son bébé qu'il soit l'objet rassurant. Alors le bébé fait sa mère, hein, vous le savez, mais dans cette configuration, le bébé il était chargé inconsciemment ou pas de rassurer sa mère sur ses compétences maternelles, de la narcissiser, de la réparer, et on peut assister à une sollicitude inversée. Les situations cliniques de notre travail de thèse mettent en évidence que les relations précoces sont en partie impactées par cette attente. Si le bébé présente un tempérament calme et qu'il s'adapte rapidement à son nouvel environnement, il va participer à la réassurance de sa mère et les relations précoces se développent harmonieusement. A l'inverse, si le bébé est hypersensible à son environnement et difficile à consoler, il peut devenir un objet persécuteur. Le bébé devient persécuteur car ses pleurs et ou troubles, il renvoie à la mère qu'elle est incompétente. Ce sont des effets de réaction circulaire qui ne peuvent pas s'interrompre sans l'intervention d'un tiers bienveillant qui montre que le bébé peut répondre positivement aux bons soins maternels. Ainsi, nous considérons que l'étayage familial permet d'offrir un environnement protecteur à la devenant mère contre des expériences qui pourraient être angoissantes ou traumatisantes. Il a une fonction de contenance et de parexcitation au potentiel traumatique de la maternalité. Le devenir mère et les processus maternels attenants, préoccupations maternelles primaires, capacité de rêverie, s'ils sont dépendants des facteurs historiques de la devenant mère, les relations passées à sa propre mère, l'objet interne, imago maternel, assise narcissique, comme cela est classiquement admis dans la littérature, ils sont également dépendants des facteurs actuels et notamment de l'étayage externe des personnes significatives féminins maternelles qui vont offrir une couverture protectrice familiale. Et ce constat confirme donc les intuitions de Stern sur la matrice de soutien de la constellation maternelle, validée ultérieurement par d'autres auteurs, Caponi, Horvat, Missionier, Riazello. Le devenir mère et les processus maternels attenants sont dépendants d'une préoccupation familiale et de rêverie familiale qui n'est pas seulement assurée par le père du bébé mais par l'entourage familial. Nous proposons le terme de couverture protectrice familiale pour rendre compte de cette fonction en référence à Winnicott. Il parle de couverture protectrice concernant le père. Le père a une fonction de couverture protectrice pour la mère qui doit s'occuper du bébé. L'étayage familial modère et atténue l'intensité du travail psychique que les mères doivent réaliser, soutient les processus de maternalité et permet plus aisément la traversée psychique et physique de la prénaissance, toujours épuisante. On peut penser que si Madame Claudel avait été l'objet d'attention et de sollicitude bienveillante de la part de son entourage familial, et notamment des personnages significatifs maternels féminins, ces émotions hostiles auraient été moins intenses et elles auraient été moins persistantes, car elles auraient fait l'objet d'un travail psychique de contenance et de transformation par l'appareil psychique familial. En l'absence de leur famille, nous avons assuré une fonction thérapeutique, voire familiale relais pour la famille Claudel et pour les autres. Mais aussi, on peut parler de néogroupe, pour faire référence aux travaux d'Evelyne Grangeon. Car même si nos visites n'avaient pas de visée thérapeutique, fréquemment, les mères qui ont participé à la recherche profitaient du cadre de la recherche pour aborder les éléments actuels de leur devenir mère, leurs inquiétudes, leurs difficultés rencontrées à la fois avec elles-mêmes, notamment concernant les pertes et les atteintes narcissiques et objectales. Alors, les transformations corporelles, leur investissement au travail, leur transformation de leur vie de couple
et leur relation conjugale et l'alliance parentale, mais aussi avec leurs conjoints et avec leur bébé. Par moments, nous étions placés dans une fonction de régulation des conflits conjugaux, une fonction de contenance d'émotions hostiles qui circulait au sein de la triade. Si les mères se sont saisies du cadre de la recherche pour aborder les éléments actuels de leur devenir mère, elles abordaient aussi fréquemment les éléments historiques. Les mères revenaient sur leurs relations familiales passées, spécifiquement avec leur propre mère, le bébé qu'elles ont été ou croyaient avoir été, et plus largement leur théorie infantile. D'autre part, les mères étaient souvent insatisfaites et rassurées que nous soyons auprès d'elles et que nous ayons un regard attentif sur le développement de leur bébé et aussi sur leur devenir mère en général. Ainsi, nous pouvons penser que nous avons occupé auprès d'elles, à des degrés divers, une fonction de tiers répondant réflexif, classiquement assurée par l'entourage familial, à une place de témoin. Et comme l'écrit Roussillon dans les situations extrêmes, il a écrit, c'est un écrit sur les situations extrêmes et la clinique de la survivance psychique. Et là, c'est un petit aparté, mais je trouve que vraiment il y a quelque chose à faire entre la clinique de la périnatalité et la clinique de l'extrême. Il écrit: dans les situations extrêmes, l'important pour le sujet est qu'il puisse avoir un témoin de son état interne, un témoin qui accrédite et qualifie ce qui s'est produit, ce qui se produit en lui. On souligne régulièrement l'importance du tiers dans le processus de symbolisation. La position de témoin fait partie de la fonction tierce. C'est à partir d'elle que la configuration de la scène traumatique peut commencer à être représentée. Le témoin, bien sûr, peut être relié au Nebenmensch, l'être humain proche, conceptualisé par Freud en 1895. Cette fonction a été sous-tendue par un travail de réceptivité et de narrativité qui a permis de lier et de soutenir les processus de subjectivation et d'historicisation des devenants mères, et plus précisément pour Madame Claudel. Rappelons que la narrativité a également une fonction antitraumatique. Notre présence dans la proximité physique a favorisé l'élaboration, a permis de conflictualiser des matériels restés en suspens et pour la famille Claudel de pouvoir amorcer un questionnement qu'ils ont pu ensemble et individuellement poursuivre dans un cadre thérapeutique adapté. Enfin, la rencontre avec ces différentes familles nous amène à considérer l'accès à la parentalité dans sa nécessaire double dimension intrapsychique et intersubjective. Une mère n'existe pas, pour faire référence à la célèbre phrase de Winnicott. Un bébé, ça n'existe pas. Pour se subjectiver, pour répondre aux besoins de son bébé, pour dépasser cet état de crise, de DZ, elle a besoin d'un autre, des autres pour étayer son devenir mère. Cette recherche nous a plus largement invités à mener une réflexion sur les conditions d'accueil des nouvelles familles, mais je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et je vous propose que l'on puisse, si vous le souhaitez, aborder cette question ensemble. Bon, écoutez, on va suivre notre rituel habituel. Je te remercie d'abord d'avoir bien respecté le tempo parce qu'il nous reste 3 quarts d'heure, une petite éternité pour discuter, mais il faut bien ça parce que ce que tu nous as donné mérite vraiment ce temps de réflexivité collégiale. Alors le rituel, c'est que j'ouvre la discussion et ensuite chacun s'en donne à cœur joie. Donc, alors, je me disais en t'écoutant que pour les personnes, on l'a dit, qui tombent de la Lune et qui ne sont pas spécialistes en périnatalité, ton propos ce soir était une formidable mise en bouche, introduction, hein, parce que à partir de ta thèse, à partir de ce travail de recherche, tu as vraiment offert un panorama d'énormément de traits saillants de ce qui nous tient à cœur, à nous, cliniciens, se référant à une psychopathologie psychanalytique de la périnatalité. C'est-à-dire que tu as vraiment balayé un nombre considérable de têtes de chapitres. Alors, tu n'as pas eu le temps, mais c'est la règle du jeu, d'écrire la complexité de chacun des chapitres, mais tu en as survolé un panorama extrêmement riche, et je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour ceux qui débarquent que de sentir quand même, à travers ton propos, un certain nombre de lignes de force. Bon. Alors, dans ces lignes de force, il y en a une qui est vraiment au cœur de ta recherche. C'est, alors on dit soutien du côté de la santé, on dit étayage en psychanalyse. Et c'est vrai que je te l'avais dit lors de la soutenance de thèse, moi j'avais été très intrigué et très inspiré par ton modèle écosystémique, parce que c'est vrai que tu avais fait preuve d'une grande originalité à aller de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas grand monde en France qui est allé du côté de ces études-là,
qui sont très pertinentes, mais qui aussi enfoncent un certain nombre de portes ouvertes par rapport à l'idée, et tu l'as dit et redit, et tu nous en as, je crois, convaincu pour la plupart, cette idée qu'on ne comprend rien à rien en périnatalité si on n'est pas simultanément sensible au double axe de la filiation verticale, et notamment autour de la famille nucléaire, et de la filiation horizontale, convoquée souvent par nous ces temps-ci, par il faut tout un village pour accueillir un enfant. Et tu l'as rappelé comme ça, c'est vrai que dans notre épistémologie française, il y a, c'est bien dommage, encore une ligne de clivage entre psychanalyste du groupe et psychanalyste de l'intrapsychique. En périnatalité, nous, ça fait belle lurette qu'on considère qu'il faut dialectiser tout ça et qu'on a besoin des deux. On a besoin d'y voir clair du côté de l'objet interne de la mère, on l'a entendu dans ton propos, mais on a aussi besoin de beaucoup d'attention à l'égard de tout ce qui est horizontal et de tout le village autour de la mère. Oui. Et à ce sujet, tu as convoqué assez souvent la figure du Nebenmensch. Donc moi, comme plusieurs d'entre vous sans doute, je suis aujourd'hui très affairé autour des gender studies et de la question de la personne secourable, dans le texte freudien de 95 que tu évoques. Le Nebenmensch, et ça j'en ai parlé avec quelques germanistes affûtés, je ne le suis pas, c'est très clair, c'est une personne secourable, mais il n'est pas dit si c'était la grand-mère maternelle ou la sœur. C'est-à-dire que là, il y a un point de tension dans ton propos à l'heure des gender studies, mais qui est intéressant. Je pense à une patiente que j'ai suivie longtemps, qui me disait que ce qui lui permettait de ne pas basculer dans l'effondrement, à partir d'un parcours comme ça périnatal, c'était le fait, les assistantes sociales appellent ça une personne ressource, qu'elle avait au boulot un copain qu'elle avait rencontré 4 ans avant dans un autre service, elle était expert comptable, et que ce type-là, elle mangeait avec lui une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, et que ce type-là, c'était l'exception qui confirmait la règle, c'était la seule personne de son support social, pour reprendre les termes que nous utilisons, nous, les chercheurs professionnels, c'était la seule personne, ce copain expert comptable, avec qui elle pouvait tout dire. C'est-à-dire qu'elle revendiquait vraiment, enfin, qui connaît bien les critères du support social, c'est-à-dire cette femme disait, avec lui, je me sens libre de vraiment m'exprimer sans censure et sans crainte, sans culpabilité, ni honte et sans embâche. Et c'est vrai que moi, je crois sincèrement aujourd'hui qu'un des intérêts de ton insistance, de tes travaux qui mettent le focus sur l'importance de l'environnement, c'est au jour d'aujourd'hui aussi, alors qu'on s'interroge sur l'homoparentalité, sur le transsexualisme, eh bien, c'est d'envisager aussi, et Dieu sait si ça fait débat et polémique bien souvent, le fait que les fonctions parentales ne sont pas a priori, si on veut bien le croire, genrées. C'est-à-dire que, et c'est vrai que pour accueillir, moi, ça fait maintenant 2-3 ans que j'ai de la clinique de l'homoparentalité à Necker, avec des familles qu'on suit depuis un certain temps, on commence à pouvoir revendiquer de longitudinal avec des familles homoparentales gays et lesbiennes. Et c'est vrai que, même si au début, ça nous a un peu décoiffé, pris à contre-pied, force est de constater que effectivement les fonctions parentales, elles ne sont pas genrées. C'est-à-dire que le concept de parentalité reposait jusque au vote pour le mariage pour tous sur l'a priori de la différence des sexes. Aujourd'hui, on a compris que la différence des sexes, c'était une vision biologisante et que si on s'ouvre aux gender studies, effectivement, les fonctions parentales, elles sont du côté du Nebenmensch, c'est-à-dire et du coup, par métaphorisation, une personne dans l'entourage d'une mère au bord de l'effondrement, cette Madame Claudel, on a bien senti qu'elle était sur un fil du rasoir,
et qu'elle doit beaucoup à la ténacité et à la fidélité de ta recherche-action, du coup, enfin, et de ce qu'il y a de thérapeutique, véritablement, la fonction paratonnerre de ton activité de chercheuse chez cette femme, on voit bien que ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, et tu as sûrement de bonnes raisons documentées de dire que il y a quand même quelque chose dans notre modèle culturel qui va du côté de la filière féminine, grand-mère, maternelle, sœur. Je n'ai- je n'o- je- je n'oppose aucune résistance à ça, mais j'observe qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui semble être vraiment le plus dynamique et le plus prometteur pour penser les nouvelles formes de parentalité, c'est cette figure d'une Ebenmensch qui, c'est un clin d'œil incroyable, se trouve dans un des premiers textes freudiens de 1895. Quoi. Donc, et c'est vrai que cette, il y a l'infant qui est dans la DZ, qui est dans l'infosiscade, qui est dans la menace tragique de mourir s'il n'y a pas des gardes du corps qui s'occupent de lui. Quoi, parce que c'est ça. Et c'est vrai que c'est une blessure pour notre narcissisme à tous de se souvenir qu'on a fait nos débuts comme ça. C'est-à-dire qu'on on doit notre survie à quelques gardes du corps qui ont fait le job. Et j'aime bien cette expression aussi de garde du corps parce que comme Nebenmensch, elle ne dit pas si c'est la concierge, la voisine, la mère, la tante ou le beau-père, par exemple. Elle fait partie de. Elle est proche quand même. Ah oui, elle est Bonne, proche. c'est quand même proximité. Secourable. Et puis secourable, secourable, À côté. c'est ça, tu le dis bien. C'est l'être humain proche. Proche et secourable. Donc Et c'est pas. justement, ce qui manquait à Madame Claudel, c'était la proximité C'est ça. géographique. Alors, je finis vite et je comprends votre impatience à vouloir bénéficier du dialogue avec Delphine et je finis très rapidement. Alors, tu vas me trouver vieux schnock radoteur, mais je m'en fiche parce que c'est dit avec bienveillance, affection et humour. Mais j'ai noté la dernière fois que je suis allé à une thèse de Mathilde Pointurier à Besançon, sur tes terres, que Rose-Angélique Belot et Denis Mélier, ils ont fait des progrès pour intégrer le prénatal. Parce que tu connais mon refrain, c'est mon fonds de commerce, et il y a eu une réaction, c'est mon fonds de commerce depuis 25 ans. Donc, c'est le message que je tambourine depuis 2 décades. On ne comprend rien au postpartum, que ce soit dans une perspective attachmentiste, que ce soit dans une perspective psychanalytique, que ce soit une perspective écosystémique. On ne comprend rien au postpartum si on n'a pas des idées approfondies sur le prénatal. Hein. C'est-à-dire que, bon, que ce soit d'un point de vue attachmentiste ou que ce soit d'un point de vue psychanalytique classique, j'ai beaucoup d'amitié pour Palacio Espaza, Paco Palacio Espaza et Bertrand Kramer, qui sont au fil des années devenus des amis. Mais quand ils disent qu'il y a une révolution autour de la naissance et que c'est un néo-fonctionnement, je le leur ai dit en face, donc je peux le redire ici en décalé. Moi, je pense que c'est une connerie. Je ne pense pas que le fonctionnement postpartum des parents est un néo-fonctionnement. Je pense que le fonctionnement postpartum des parents est l'objet d'une métamorphose. Et alors là-dessus, bon, c'est un peu un débordement narcissique, mais on est aussi là pour ça. Je me suis décarcassé en 2020 avec un petit bouquin qui s'appelle Clinique des métamorphoses. Je me suis pris le concept de crise, dont, comme toi, j'use et j'abuse depuis des années pour présenter aux étudiants ce que c'est que la périnatalité. Et si tu veux, pour vous la faire courte, le concept de métamorphose est au fond, pour décrire Madame Claudel et pour décrire la périnatalité, plus intéressante que la notion de crise. Parce que la notion de crise, je crois avoir lu beaucoup de choses là-dessus, et un des meilleurs, c'est Edgar Morin. Il y a un petit bouquin sur la crise qui est vraiment formidable. Bon, pour faire très simple, la crise, c'est quand même quelque chose qui est un déséquilibre qui tend, si la crise n'est pas catastrophique, c'est la bonne crise adolescente, à un rééquilibrage. La métamorphose, et ça m'intéresserait de savoir ce qu'en pense Madame Claudel, la métamorphose, contrairement à la crise,
on arrive à un point d'arrivée post-métamorphose où on est différent de quand on a démarré. C'est-à-dire que la crise, il y a quelque chose qui dit quand même beaucoup sur le « ok, le système a été en crise, mais le chat est retombé sur ses pattes et Madame Claudel, in fine, elle retombe sur ses pattes ». Moi, je pense que Madame Claudel, mais c'est une façon de défendre mon modèle de la métamorphose versus la crise, je pense que Madame Claudel, elle ne sera plus jamais comme elle était avant. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a, les termes dans la langue française, c'est mutation. Et le terme de métamorphose, depuis Ovide, il traduit ça, c'est-à-dire que tu n'es pas le même à l'arrivée qu'au départ. Alors que le terme de crise, je pense qu'il est bon. Il ne s'agit pas de jeter de l'ombre sur l'usage très intensif du terme de crise chez nos collègues qui s'occupent d'adolescents et chez nous en périnatalité. De toute façon, ce terme est bien installé et ça va continuer encore longtemps. Mais je pense que ça peut être intéressant de poser la question, pour Madame Claudel et dans bien d'autres situations, crise ou métamorphose, avec l'idée que la crise, il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre qui a été troublé, mais qui va revenir, alors que dans la métamorphose, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui a vraiment muté et qui ne reviendra pas comme précédemment. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une mutation. C'est ça que j'ai découvert dans la sémantique de métamorphose, et je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux dans sa caisse à outils, parce qu'il y a des situations cliniques où le terme de crise colle pile poil, et puis je pense qu'il y a des situations où le terme de métamorphose, il va mieux, parce que la personne, après toutes les péripéties, elle n'est pas comme elle était au bas. Bon, mais on en rediscutera, je te filerai ce petit livre, et puis on discutera. Alors, après, dans la série, je te l'avais dit le jour de la thèse, et il se trouve qu'on a reçu Fivaz, là, ici, il y a quelques temps, au séminaire du premier chapitre, donc sa trace est encore fraîche dans l'esprit d'un certain nombre d'entre nous. Le terme de conjugalité, tu m'en voudras pas, hein, on est chercheurs professionnels et on se parle sans embâche. Le terme de conjugalité, il est poussiéreux, bourgeois et conservateur. La conjugalité, c'est-à-dire que dans un milieu catholique où le mariage est ce qu'il a été, ça colle. Au jour d'aujourd'hui, alors qu'effectivement, encore lundi dernier à Necker, sur les 4 consultations, il y en a eu 2 sur des parents qui se séparent et qui viennent nous voir pour réfléchir sur la résidence alternée, c'est-à-dire des parents qui, comme disent les enfants, ont décidé de ne plus coucher dans le même lit, c'est-à-dire que le couple, il est mort, comme disent les ados, le couple n'existe plus, mais la mission parentale va exister jusqu'à leur dernier souffle, comme nous, on leur dit. Bon, c'est-à-dire, ok, vous avez choisi de ne plus exister en tant que couple, mais permettez-moi de faire remarquer que la mission, madame, de maternalité, nous dirions, de paternalité, monsieur, ça, ce sont des missions à l'égard de votre enfant de 3 mois, 6 mois ou 15 ans, qui vont vous accompagner jusqu'à votre dernier souffle. Bon. La notion de coparentalité, elle est vraiment intéressante aujourd'hui pour ça, parce qu'elle est vraiment dans l'idée de un contrat de mariage, une conjugalité, un territoire commun conjugal peut avoir existé, ne plus exister, mais les missions parentales vont continuer. Voilà. Et donc la notion de coparentalité, moi je dois dire qu'elle me rend service aujourd'hui, parce que c'est vrai que on pèse nos mots en consultation, et quand tu es face à un couple où c'est clair que bon, ils ont vraiment, et souvent ils sont dans une guérilla insupportable, donc tu es là, toi, au milieu, en train de faire le casque bleu et de dire, vous savez, les études montrent bien que la séparation n'a pas de conséquences directes sur le développement de l'enfant. Par contre, la guérilla entre les parents, elle, a des conséquences sur le devenir de l'enfant. Ça, on commence à avoir les idées claires là-dessus. Bon, parler de mission coparentale, je pense que c'est intéressant parce que, vous m'entendez bien, c'est une notion qui est compatible avec le deuil de la conjugalité, avec la mort de la conjugalité, avec l'imparfait de la conjugalité. Moi, j'ai entendu qu'elle distinguait bien les deux. Ok. Non. Voilà. Et puis alors, après, une question,
J'aimerais bien t'entendre un peu plus, surtout que ce qui est formidable, c'est que maintenant tu es dans l'après-coup, là. C'est-à-dire que tu es sorti de la zone qu'il y a autour de la soutenance, etc. Tu as laissé cheminer. Et bon, je me souviens que le jour de la soutenance, tu le disais avec une certaine forme comme ça, de frilosité, alors que là, je l'ai entendu et ça m'a fait très plaisir. Je l'ai entendu de manière plus franche et plus à l'aise. C'est-à-dire que la frontière commune, la mitoyenneté entre ton travail de recherche et le travail psychothérapeutique apparaît vraiment avec une force incroyable, que ce soit avec Madame Claudel ou avec tous les autres. Donc, comment toi t'appellerais ça? Est-ce que le terme de recherche-action te convient? Est-ce que tu aimerais en proposer d'autres? Comment tu nommerais ça? C'est-à-dire si tu étais face à un jeune doctorant, une jeune doctorante qui serait là en train de te dire oui, j'ai l'impression que j'ai un pied dans la recherche et un pied quand même dans quelque chose qui a de près ou de loin un rapport avec le psychothérapeutique. Comment tu nommes les choses? Comment tu dis les choses? Je réponds. Oui, si tu veux bien. Enfin, on discute tous ensemble aussi après, mais si tu- je t'en prie. Merci pour ce retour. Alors, il y a plusieurs points. Alors, je commence par quoi? Je vais commencer, je vais aller dans l'ordre chronologique des questions. Alors, sur la question des gender studies, je trouve que c'est effectivement ça me passionnerait de pouvoir aussi développer des recherches dans ces thématiques-là. D'ailleurs, au départ, je voulais faire une thèse, moi, sur les mères porteuses. La GPA. Et oui, exactement. Et donc, voilà. Mais ça peut rien pour attendre. Et exactement. Tu es enseignante-chercheuse, tu vas faire des Voilà. recherches toute ta vie. Ouais. Et en tous les cas, sur la question bien sûr, pour le Nebenmensch, je pense qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on peut soutenir cette fonction-là, et notamment dans un couple, pour moi. Alors, j'aime pas trop ce terme homoparental, Mhm. mais parce que pour moi, c'est un couple de parents, en fait. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les fonctions maternelles et les fonctions paternelles, elles ne sont pas soutenues uniquement par une mère et par un père, et que dans un couple, justement, les dialectiques maternelles, féminin, paternel, masculin, elles peuvent être en état de crise ou de métamorphose. Et d'ailleurs, ça peut faire l'objet de conflits de couple lorsque justement le féminin peut être justement plus porté par l'homme et le masculin plus porté par la femme, et qu'à l'occasion de la maternité, la femme qui devient mère, il y a une redistribution en fait des fonctions et des identités. Ça peut faire conflit. Ça, je l'ai plusieurs fois repéré. Je pense effectivement que dans cette recherche, et qui finalement vient confirmer des données plus anciennes, notamment sur la matrice de soutien de Stern, c'est vrai que ça peut paraître un peu traditionnaliste, cette question de la grand-mère maternelle, des sœurs, pourquoi des femmes. Ça serait peut-être encore un peu plus à aller explorer, mais je crois que sur la question de cette expérience qui touche le corps, mais aussi la question de la mêmeté, de l'inscription de la filiation, de la féminité, de la maternité, on va chercher l'expérience de l'autre, en fait. Et l'autre, qui a expérimenté ça, c'est la femme, je pense. Et je crois que voilà, l'expérience dans le corps aussi est bien particulier. Est-ce que tu as ressenti ça? Est-ce que toi aussi mettre du sens sur des choses, des éprouvées totalement inédites? La mêmeté, et puis peut-être aussi, soyons humanistes, la solidarité. Enfin, Oui, parce que, oui. bon, enfin, je veux dire, moi j'ai grandi dans un monde rural, et sans l'idéaliser, après coup, il y a des moments où c'est vraiment des sociologues l'objectiveraient, le documenteraient. Il y a une solidarité. Alors, le terme pourrait me faire envoyer dans les rizières par Sandrine Rousseau, mais une solidarité entre les commères. Oui, c'est ça. Non, mais tout à fait. Mais
Après, est-ce qu'un homme, par exemple, ça touche aussi, par exemple, une femme, quand elle va aller voir un gynécologue, elle va plutôt peut-être s'adresser à une femme gynécologue. Enfin, Oui, des ou choses une thérapeute, d'autres gynécologue. femmes, Ben ça oui, va être oui. justement, ah non, je veux surtout pas voir une femme, je Ben préfère oui. aller m'adresser à un homme. Donc je pense qu'effectivement, notre créativité dans le transfert permet à ce qu'un homme peut faire figure de Nebenmensch dans le C'est ça. cadre de l'accès à C'est ça. si j'ai compris. Et- Je suis tout à fait d'accord avec Et ça. est-ce qu'il y a moins de violence obstétricale chez une femme gynécologue ou obstétricienne que chez un homme obstétricien? Je veux dire, enfin, j'en discutais avec une petite cousine il y a 15 jours qui posait la question avec aplomb à toute la famille. C'était intéressant. Oui, je pense qu'en fait, on sort un peu, et c'est cette génération nouvelle aussi qui nous amène à sortir un peu de notre zone de confort, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se poursuit de devoir s'adresser à des personnages féminins, maternels, sororales, des figures comme ça qui viennent mettre du sens sur des choses complètement inédites. Mais je pense que ça serait encore à approfondir, ouais. Oui. Mais je pense effectivement que grâce au transfert, c'est tout Oui. à fait possible de s'adresser à un Oui. Nebenmensch Oui. qui serait genré masculin, mais qui C'est ça. parce que pour les multiples raisons qu'on connaît, eh bien, il peut y avoir un transfert maternel avec un homme, par C'est exemple. ça. Nous, en psychanalyse, on a cette bonne vieille bisexualité psychique Voilà. qui peut nous aider à penser. Excuse-moi, parce que là-dessus, parce que justement, c'est pas quelque chose qui en ce moment est un peu en train de se mettre à travers justement la prévention pour les pères, les groupes de parole pour les pères, qui permet aujourd'hui peut-être plus la création de cette expérience sociale. Parce que, Oui, mais il y a du boulot. Vous parlez, voilà, c'est qu'il y a une lignée de femmes. Et maintenant, les hommes peuvent peut-être un peu commencer à créer cette lignée Je pense que Ouais. vous avez tout à fait raison. Ça émerge un petit peu. Les signifiants qu'on utilise, par exemple maternité, ça vient dire quelque chose que l'expérience toucherait uniquement la femme qui devient mère, alors qu'elle touche aussi l'homme qui devient père. Par exemple, à Grenoble, je ne sais plus dans quelle maternité, il y a des lits doubles, choses que je trouve qui sont très pertinentes parce que la femme, notamment en période de Covid, moi j'ai expérimenté la maternité aussi en période de Covid. J'ai les 3 jours où on se retrouve un peu seul, c'est vrai que c'est... Oui, avec cet interdit ahurissant où il y a des pères qui n'ont pas pu. Bon, sans Covid, il n'y a pas de lit pour les pères. Voilà, il n'y a pas d'espace consacré. Oui. Et je pense que en fait, l'espace réel permet de donner une indice sur l'espace psychique en fait, qui est réservé aux personnes. Ouais. Et à l'accès qu'on aura. Mère-enfant. Voilà, c'est ça. Mère-enfant. C'est ça. Oui, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire évoluer aussi. Et si on veut reconnaître aussi, et si on veut être dans une logique de prévention pour les femmes qui sont quand même, on peut le dire encore aujourd'hui, la personne qui est la personne secourable de première ligne pour le bébé, eh bien, il faut qu'elle puisse être aussi soutenue dans un contexte qui favorise ce soutien. C'est-à-dire allongement du congé paternité. Tu l'as dit. Voilà, il y a un état de crise qui est bien spécifique jusqu'aux 3 mois. Le retour au travail est compliqué aussi. Oui, le congé maternel à 3 mois, sevrer le Ah non, mais bébé. ça, je trouve ça Sevrer le bébé et rentrer à la maison, ça, je trouve ça complètement il y a des fois on se dit c'est massacre à la tronçonneuse. Quoi. Oui, Enfin, voilà. C'est dire quand même casser des choses, elles sont en train d'émerger en fait. Il y a une différence entre le congé maternité et le congé paternité qui n'est pas des moindres. C'est que le congé maternité, lui, est obligatoire. Le congé paternité est facultatif. Il n'y a aucun moment où le père est obligé de prendre son mois, ni ses 3 semaines, ni ses 2 semaines d'avant. C'est 11 jours. Et il est même fractionnable. Ce qui vient dire quand même quelque chose, il me semble, de ce qui se passe du côté de ce qu'on conceptualise dans la paternité. Mais par rapport au père, et par rapport à ça aussi, dans les pays, notamment les pays d'Europe du Nord où les congés parentaux sont bien mieux, sont répartis en fait entre les deux, et où j'avais écouté des podcasts sur du coup la place des pères, mais même après du coup dans la charge mentale et dans la gestion du quotidien, c'est-à-dire l'achat des vêtements pour l'enfant, voilà tout ça, et qui mettait aussi en lien davantage de dépression paternelle postpartum que dans les pays où les pères étaient finalement moins impliqués. Et du coup, je me demande si
En fait, en investissant davantage les pères, ce serait aussi de les investir plus